Vous pouvez être le meilleur développeur au monde, mais si vous n'appliquez pas les 3 soft skills qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien vous serez simplement une sombre merde humaine et vous mourrez probablement tout seul en vous faisant caca dessus dans une EHPAD, et d'ailleurs vos enfants ne viendront même pas vous voir. Lorsque j'étais à Atos, eh bien j'ai pu rejoindre un nouveau projet sur lequel mon rêve allait enfin se réaliser. J'allais enfin rejoindre un projet où tout devait réussir. Je partais de zéro et j'allais être le seul sur la partie front-end. Donc, aucune dette technique, j'allais enfin pouvoir écrire du code propre et quitter tous ces projets qui sont des enfers de dette technique. Et puis, dès le début du projet, nous étions encadrés par un architecte avec plus de 20 ans d'expérience et un tech lead allait également nous rejoindre pour synchroniser toutes les équipes et s'assurer qu'on avance dans la bonne direction. Jusque-là, je pensais que tous les projets d'informatique que j'avais rejoints étaient un gigantesque bordel généralisé parce qu'il y avait de la dette technique. Entre guillemets, c'était la faute des développeurs d'avant qui avaient pas bien fait leur code. Mais si j'avais l'occasion, comme ça allait être le cas, de partir de zéro, eh bien moi j'allais pouvoir faire du code propre. Le problème c'est que j'ai très rapidement déchanté. En effet, après quelques semaines de démarrage du projet, le tech lead qui nous a rejoint un petit peu après le lancement officiel, eh bien quand il est arrivé, il a commencé à examiner le code qui avait été produit pendant les premières semaines du projet. Il a rassemblé toute l'équipe et nous a expliqué à quel point le code était dégueulasse et que comme le projet était très récent, eh bien il fallait en profiter pour tout réécrire. Le gros problème à ce moment-là, c'est que la portion de code en question qu'il avait examinée était celle de l'architecte qui avait plus de 20 ans d'expérience. Et autant vous dire que quand le tech lead faisait défiler ses slides, eh bien l'architecte avait une tronche qui se décomposait slide après slide. Et j'ai alors assisté à une scène absolument surréaliste dont je me rappellerai toute ma vie. Vous aviez 2 personnes qui avaient largement passé la quarantaine en train de s'engueuler haut et fort en plein milieu d'un open space. C'est pas comme ça qu'on parle aux gens, c'est un manque de respect. Écoute, je veux bien qu'on prenne un moment pour en parler, pour moi c'est important qu'on traite ce sujet tout de suite. Non, c'est bon, là j'ai pas du tout envie de te parler, etc., etc. Autant vous dire que quand vous êtes à côté, avec quelques années d'expérience en train de coder comme ça, c'est extrêmement gênant comme situation. Mais bien évidemment, le pire, ça n'a pas été cette engueulade en soi. C'est que, à partir de ce jour-là, l'ambiance sur le projet a drastiquement changé. Donc il y avait comme une pesanteur dans l'air, et moi j'étais un peu tout seul dans mon coin à ce moment-là sur le front-end, à devoir prendre des décisions très importantes pour la suite du projet, et je me retrouvais un peu tout seul, puisque si j'allais voir l'architecte, je me mettais le tech lead à dos, et si j'allais voir le tech lead, je me mettais l'architecte à dos. Et au final, ce projet où tout devait réussir, eh bien c'est rapidement mis à ressembler à tous les autres projets d'informatique que j'avais rejoints jusque-là, et ce n'est que des années plus tard que j'ai eu la réponse académique, entre guillemets, à ce qui venait de se passer. Et c'est en lisant le livre Software Engineering at Google que j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est un livre où je m'attendais à avoir énormément de techniques très avancées, puisque Google gère 30 000 ingénieurs, 60 000 pull requests par jour, et une codebase qui fait plus de 2 milliards de lignes de code. Et en fait, dans ce livre, eh bien, un tiers du livre, donc plus de 100 pages, est consacré uniquement à quelque chose de très étrange pour moi jusque-là en tant que développeur, les soft skills. Et si Google a choisi de consacrer plus d'un tiers de son livre à expliquer les soft skills, eh bien c'est que même si vous êtes le meilleur développeur au monde et que vous travaillez avec des gens ultra compétents, eh bien vous pouvez quand même vous retrouver sur un projet complètement foireux si les gens n'arrivent pas à se parler. Et pour Google, c'est pas une leçon de morale qu'ils donnent, c'est bien une raison purement économique, c'est qu'un développeur isolé, aussi compétent qu'il soit, eh bien, ne pourra jamais aller aussi loin qu'une équipe qui fonctionne correctement. Et pour être concret, parce que je déteste le blabla et que je suis moi-même développeur, j'ai besoin de réponses concrètes et actionnables sur ce sujet des soft skills. Et en fait, ce socle fondamental qui concerne simplement des interactions humaines toutes basiques, se décompose en 3 soft skills que je vous recommande de travailler de la même manière qu'on prend du temps pour se former sur Python ou sur JavaScript. En effet, vous verrez que tout problème ou dysfonctionnement dans une équipe est dû à un manquement de ces 3 soft skills que nous allons voir tout de suite. Premier soft skills, le respect. Alors, ça semble très cucu comme ça, et évidemment ça l'est, mais ce qu'on va voir ici, c'est comment vous pouvez travailler sur le respect, et pourquoi si vous ne le faites pas, eh bien vous allez, sans vous en rendre compte, froisser potentiellement l'ego des autres personnes qui travaillent avec vous, et vous allez créer des tensions de merde sans même le voir. Et en fait, si je reprends l'exemple du tech lead qui nous a rejoint sur notre projet, eh bien c'était quelqu'un de tout à fait correct et compétent dans son domaine. Le seul problème, ça va être ici le manque de respect. En fait, de son point de vue, il voulait simplement
faire bien son travail et améliorer la qualité du code en question. Le problème, c'est qu'il a émis un jugement de valeur sur le travail qui avait été fait, et en l'occurrence, il s'agissait du travail de quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience. Et ce qui s'est passé ici, c'est qu'il a émis un jugement de valeur sans prendre le temps de comprendre les contraintes qu'on avait à ce moment-là, et les objectifs également. En effet, dans les toutes premières semaines du projet, on avait eu très rapidement une urgence pour faire une démonstration, et il y avait le PDG de notre client qui avait assisté à la démonstration pour le lancement du projet. Donc, on n'a eu que quelques jours pour construire une interface à peu près fonctionnelle, même si une partie des données était simulée. Donc dans le code, on pouvait retrouver beaucoup de commentaires tout doux, et on avait même désactivé la CI qui nous bloquait pour cette démonstration. On avait dû enlever la CI, et notamment des validations de tests unitaires ou de linter, 1 heure avant la démonstration, pour s'assurer de pouvoir livrer quelque chose. Donc vous vous rendez bien compte que c'est pas des bonnes pratiques, mais par rapport à notre objectif du moment et les contraintes qu'on avait, c'est le meilleur choix qu'on a estimé à faire. Le problème, c'est que quand le tech lead a vu ce code en arrivant lundi, eh bien vous connaissez la suite de l'histoire. Donc pour éviter de s'emporter ou d'émettre des jugements de valeur trop hâtifs quand vous avez l'impression que vos collègues font n'importe quoi, eh bien j'utilise le principe de Chesterton Fence. Ce principe a été décrit par un écrivain britannique du même nom en 1929, et il stipule simplement que avant de retirer ou modifier quelque chose, vous devez d'abord vous demander pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Et c'est un peu l'erreur tarte à la crème que beaucoup de développeurs ou tech lead entre guillemets font en rejoignant une codebase, c'est de dire « oulala, c'est dégueulasse, on pourrait la réécrire comme ça ». Mais en appliquant le principe de Chesterton Fence, eh bien, on va plutôt chercher à d'abord poser des questions avant d'émettre des jugements de valeur. Puisque ces jugements de valeur, sans vous en rendre compte, pourraient être des manques de respect à vos futurs collègues. Donc si vous arrivez et que vous voyez une codebase dégueulasse, plutôt de dire que c'est vraiment horrible, vous pouvez poser des questions. Imaginons que le tech lead aurait appliqué ce principe de Chesterton Fence. La première chose qu'il aurait fait, c'est simplement de poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des commentaires tout doux dans le code alors que le projet n'a que quelques semaines ? Ou alors pourquoi est-ce que vendredi, vous avez désactivé la CI, ce qui fait qu'on n'a plus de linter et qu'on n'a plus de test unitaire? Réponse, on avait une démonstration urgente pour le client avec le PDG qui était présent et on n'a pas réussi à faire mieux pour pouvoir livrer dans les temps. Deuxième question, ah d'accord, effectivement je savais pas, et est-ce que vous pensez enlever ces commentaires tout doux et remettre la CI prochainement? Réponse, oui bien sûr, on a conscience que c'est absolument dégueulasse, et d'ailleurs ce matin même on a commencé à fixer tout ça, et la CI sera de retour cet après-midi. Nouvelle question. Ah d'accord, super, et est-ce que je peux vous aider sur autre chose à partir de cet après-midi? Ah oui, bien sûr, justement, en fait, on avait besoin d'un tech lead parce qu'on n'est pas sûr sur l'implémentation de la feature XYZ, donc si tu veux, on peut se faire un point cet après-midi, comme ça, on prend ton avis en compte. Bref, vous avez l'idée. Est-ce que vous voyez comment, à peu de frais, on vient de désamorcer une situation simplement en posant quelques questions? Donc, en appliquant le principe de Chesterton Fence, eh bien, c'est très simple. On évite de détruire potentiellement des équipes en émettant des jugements de valeur trop hâtifs, et simplement on pose des questions et on reste concentré sur les discussions autour du code en lui-même plutôt que de juger les compétences ou les valeurs des gens. Donc c'est quelque chose que je me force absolument à appliquer, puisque chaque fois que j'ai l'impression que quelqu'un fait n'importe quoi, entre guillemets, dans une code review par exemple, eh bien je vais simplement tourner toutes mes inquiétudes ou mes jugements de valeur un peu hâtifs en question. Pourquoi est-ce que tu as fait comme ça? Qu'est-ce que tu penses de ça, puisqu'on l'a déjà fait là et ça a marché? Etc., etc. Et généralement, en posant suffisamment de questions, eh bien, on se rend compte que 100% des gens sont parfaitement rationnels et prennent la meilleure décision qu'ils peuvent avec les informations qu'ils ont et les contraintes. Deuxième soft skill hyper important, eh bien, ça va être l'humilité. En effet, c'est ce que j'ai le plus de mal à supporter chez les autres. Ça va être le manque d'humilité, de travailler avec des gens arrogants qui ont l'impression que toutes leurs croyances sont des vérités absolues et que toutes les personnes qui sont pas d'accord avec elles, eh bien, sont des abrutis finis. Le plus gros problème, c'est que si vous êtes arrogant, eh bien, vous pourriez ne pas le savoir. En effet, si vous demandez aux gens, êtes-vous arrogant ou vous êtes plutôt quelqu'un de cool, humble et respectueux, eh bien, 99% des gens vont vous dire « Ah non, non, moi je suis pas arrogant, j'emmerde pas les autres, etc. » Donc ça veut dire que les gens arrogants n'ont même pas conscience d'être arrogants eux-mêmes. Ce qui signifie que vous-même, là, vous, en train de regarder la vidéo, vous êtes quelqu'un d'arrogant et d'insupportable et vous ne vous en rendez même pas compte. Donc je vous invite à vous poser les 3 questions suivantes pour savoir si vous êtes arrogant ou non
de manière un peu plus objective que ce que votre cerveau vous raconte. Premièrement, l'année dernière, combien de fois avez-vous avoué publiquement vous êtes trompé? Si vous n'avez aucun souvenir par rapport à ça, c'est plutôt mauvais signe. Deuxièmement, combien de fois l'année dernière avez-vous refusé de participer à un débat ou à une discussion parce que vous n'aviez aucune compétence sur le sujet? Et enfin, troisièmement, combien de fois avez-vous reconnu qu'une personne était plus calée que vous sur ce sujet et avait mieux répondu à telle ou telle problématique ou question? Si vous avez répondu 0 à la plupart de ces questions, c'est probablement que vous manquez un petit peu d'humilité. Et le piège ici, c'est que vous manquez pas d'humilité parce que vous êtes arrogant. Vous manquez d'humilité de manière plutôt inconsciente car vous êtes victime, comme 100% des humains, d'un biais psychologique que j'appelle vulgairement égo-protection. En effet, notre cerveau a plusieurs biais psychologiques, dont un qui consiste à systématiquement protéger votre ego de manière automatique. Et ce, même si c'est parfaitement absurde rationnellement. Pour vous donner un exemple personnel, eh bien, quand je roule en voiture et que je suis en retard, il m'arrive de faire quelques entorses au code de la route et parfois quelqu'un peut me klaxonner. À ce moment-là, dans le feu de l'action, la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est pas de me dire effectivement, Simon, tu roules un petit peu trop vite et un petit peu n'importe comment, c'est de dire « Ah bah lui, il klaxonne, il a rien à faire de sa vie, moi je suis en retard à un rendez-vous important, c'est vraiment un abruti. » Bref, au moment où je me fais reprendre en plein milieu de la rue, eh bien mon cerveau fabrique automatiquement des idées qui vont servir de couche de protection à mon ego. J'ai le droit d'enfreindre le code de la route puisque je suis en retard, ma vie est plus importante que celle des autres, et eux, ils n'ont rien à faire, donc du coup, ils respectent le code de la route. Quelle bande de cons. C'est parfaitement irrationnel, mais sur le coup, ça me semble complètement honnête comme raisonnement. Et à l'inverse, quand je roule tranquillement sur la route samedi et que je vois quelqu'un qui me double à fond, je me dis, mais alors lui, c'est vraiment un chauffard, il met tout le monde en danger, où est-ce qu'il a bien pu passer le permis? Alors que ce monsieur est simplement une version de moi quelques jours auparavant. Donc le piège ici, c'est que pour travailler son humilité, il ne faut pas chercher à être moins arrogant, il faut chercher à désactiver l'ego-protection quand vous vous retrouvez dans des situations qui ne sont pas forcément faciles ou agréables, comme se faire klaxonner au milieu de la rue, mais également se faire reprendre dans une réunion parce que vous avez merdé. À ce moment-là, le réflexe, ça peut être de dire c'est pas ma faute, ça va être la faute des autres, ou tel logiciel m'a pas envoyé une notification, etc., etc. Mais si vous réfléchissez bien, vous avez bien une part de responsabilité dans tout ça. Et donc concrètement, pour travailler mon humilité, eh bien je cherche simplement à désactiver mon égo-protection quand j'ai effectivement merdé et que je mérite d'être pris. Et premièrement, j'applique une règle que j'appelle la comparaison par contexte. Et pour prendre un exemple concret, eh bien c'est de toujours comparer ce qui est comparable. Par exemple, pour ma part, ça fait 7 ans que je fais du Angular non-stop, et donc j'ai une partie de mon cerveau qui me dit « Ouh là là, c'est toi l'expert Angular », et qui commence un petit peu à rouler des mécaniques. Mais il peut arriver qu'un développeur encore en stage de fin d'études, eh bien, vienne m'apprendre quelque chose que je ne savais pas sur Angular. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, égo-protection. Il y a toujours une voix dans ma tête qui me dit « Ah oui, oui, je le savais, dis donc, tu te prends pour qui ?» Mais la réalité, c'est que je viens vraiment d'apprendre quelque chose. Donc, ce que je fais à ce moment-là pour être plus humble, eh bien, c'est que je compare par contexte. Même si j'ai 7 ans d'expérience sur Angular, je vais essayer de me comparer par rapport à la personne qui me parle. Quand j'étais moi-même en stage de fin d'études, je n'étais pas du tout meilleur que la personne qui est en train de me parler, et même au contraire, si je compare la version de moi en stage de fin d'études par rapport à la personne en stage de fin d'études qui vient de me faire la remarque, eh bien cette personne est objectivement plus compétente que moi. Et en me disant ça, ça m'aide totalement à accepter la situation et à simplement remercier le développeur junior qui vient de m'apprendre quelque chose qui a de la valeur pour moi. Encore une fois, ça va vous donner une attitude beaucoup plus humble, et la seule chose qu'il fallait faire, c'est désactiver l'ego-protection. Deuxièmement, j'applique ce que j'appelle la règle des 100 ans, qui consiste simplement à se rappeler que dans 100 ans, tous les gens sur Terre, actuellement, seront morts. Donc tous vos problèmes qui vous semblent hyper importants, les ruptures amoureuses, les engueulades, les relations d'amitié, etc. que vous avez, tout ça aura complètement disparu dans 100 ans. Donc est-ce que ça vaut le coup de se prendre tant la tête que ça? Si vous avez un collègue qui vous reprend sur quelque chose qui vous fait pas plaisir et que vous êtes en tort, pas besoin de renvoyer comme ça une petite crotte de nez. Simplement acceptez la situation et dites « oui, effectivement, j'ai merdé. De toute façon, dans 100 ans, on est tous morts. Donc autant se rendre la vie plus facile. » Et troisièmement, j'aime bien me rappeler que même si vous êtes l'expert numéro 1 au monde, que vous accomplissez tous vos rêves de grandeur et d'ambition, etc., rappelez-vous que vous serez l'expert que d'un seul truc. Donc, vous pouvez toujours apprendre des autres. Rappelez-vous qu'on est plus de 7 milliards sur Terre, donc il est très fort probable que tous ces gens sachent des choses que vous ne savez pas. Donc, essayez toujours d'apprendre des autres.
et quand quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup moins d'expérience que vous, rejoint votre projet, eh bien, il peut venir apporter un regard neuf sur votre projet et poser des questions qui peuvent être pertinentes, même si ça vous paraît agaçant ou déplacé. Le simple fait que cette personne ne sache pas des choses, eh bien, elle vous permet d'apporter un regard neuf à ce que vous faites, et vous pouvez prendre cette information. Donc encore une fois, ne vous demandez pas si vous êtes arrogant ou non, puisque votre cerveau vous dira que vous n'êtes pas arrogant. Cherchez simplement à désactiver la égo-protection quand vous avez merdé, pour accepter humblement le fait que vous vous êtes trompé, même si ça n'est pas très agréable sur le coup. En faisant ça, ça vous évitera d'être quelqu'un d'arrogant, qui n'est jamais capable de se remettre en cause ou d'avouer ses erreurs, et donc ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde, et puis en plus pour vous, à titre égoïste, eh bien ça vous permettra d'apprendre de nouvelles choses et de continuer à évoluer, plutôt que de camper sur vos positions comme si vous saviez tout. Et juste avant de passer au troisième soft skills indispensable pour un développeur web, eh bien je me présente rapidement puisqu'on est plus de 100 nouveaux développeurs par jour sur la chaîne. Donc je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France, puisqu'à seulement 26 ans, eh bien je formais des ingénieurs de métier en présentiel à Atos, qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Mon but à travers cette chaîne, c'est de faire connaître ce que j'appelle le code senior, c'est-à-dire le code réellement utilisé en entreprise, qui permet d'affronter des niveaux de complexité que l'on ne rencontre jamais dans les tutoriels. Et donc j'essaye de faire sauter cette frontière sur cette chaîne YouTube. En tout cas, si vous souhaitez devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien vous retrouverez une nouvelle vidéo chaque semaine sur cette chaîne. Et on passe tout de suite au troisième soft skill, qui est la confiance. Comment travailler sur la confiance et pourquoi c'est indispensable? Tout le paradoxe d'être capable d'accorder sa confiance aux autres repose en une phrase: tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puisque quand j'étais petit, j'avais dans ma famille proche un oncle qui était indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillait à son compte et qui a travaillé énormément toute sa vie pour sa petite entreprise et qui a fini avec très peu d'argent dans des conditions que je ne souhaite à personne. Pourtant, c'est quelqu'un qui travaillait vraiment beaucoup. Et cette histoire m'a traumatisé puisque je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait travailler autant sans avoir une évolution significative de ses revenus pendant l'ensemble de sa vie. Et en fait, quand j'étais freelance, eh bien, je me suis retrouvé exactement dans le même piège et je peux vous dire que ça n'est pas très rigolo. En fait, j'avais l'impression que je devais tout faire moi-même puisque personne d'autre comprenait mieux que moi ce qu'il fallait faire. En effet, qui mieux que moi pouvait parler à mes clients? Ou alors, qui mieux que moi pouvait construire la formation qui répondait aux attentes des clients? Et c'était vraiment quelque chose de très ancré pour moi à ce moment-là, c'est que, mais il n'y a que moi qui peux faire ça, donc je suis forcément le plus compétent, c'est moi qui ai tout construit de zéro, et on ne peut jamais être mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Et même si c'est peut-être vrai et qu'il y a une partie de moi qui continue à croire ça, eh bien j'essaye de complètement me débarrasser de cette croyance, puisque 100% des gens qui croient ça ne peuvent jamais réellement faire confiance aux autres, et donc se retrouvent plus ou moins à toujours travailler seul ou avec des prestataires passagers. Mais si vous avez un peu d'ambition et que vous voulez porter un projet, un mouvement, vous allez devoir faire confiance aux autres et travailler avec eux pour de vrai. Et votre vie sera potentiellement beaucoup plus intéressante si vous êtes capable de réellement accorder votre confiance aux autres. Et dans mon cas, ce qui m'a débloqué, c'est simplement de me rendre compte qu'on travaille dans le monde du code. C'est-à-dire que la personne de mon entourage, alors j'étais petit, je m'en souviens pas très bien, mais travaillait dans quelque chose autour du bâtiment et des travaux publics. Et tous les documents et les échanges étaient gérés sur des disquettes qui pouvaient supporter entre 100 et 500 kilooctets. Donc vous imaginez confier ces disquettes dans lesquelles vous avez tout l'avenir de vos entreprises à quelqu'un d'autre et que cette personne la perde, vous pouvez vraiment vous retrouver dans des situations dramatiques pour pas grand-chose. Mais dans le monde du code, ce que vous pouvez vous dire pour accorder votre confiance aux autres, c'est simplement, mais quelle est la pire chose qui puisse arriver? C'est de faire une pull request qui va venir casser tout le projet? Eh bien, il suffira de revert. Entre guillemets, ce qui est magique et ce qui est à la fois le pire inconvénient du code, c'est que jamais rien n'est vraiment très grave. Même si vous pétez tout le projet, vous pouvez faire un commit de revert, et puis on est reparti comme avant, c'est pas forcément très grave. Donc c'est ce qui m'a débloqué le plus, c'est que vous pouvez confier les clés du camion sur des choses très importantes aux autres, et vous pouvez simplement vous demander mais quelle est la pire chose qui puisse arriver, et en fait dans 99% des cas, au pire du pire, il suffira de faire git revert pour rétablir la situation à la normale. Et donc si c'est pas si grave que ça, eh bien essayez, faites le test, confiez les clés du camion, essayez de déléguer des choses aux autres, puisque dans tous les cas, ce ne sera pas très grave. Et devinez ce qui va se passer. Eh bien, dans la plupart des cas, même si les gens n'ont pas fait exactement comme vous auriez voulu que ce soit fait, eh bien, le résultat est là. Donc, très bien, le travail
est fait. Au pire du pire, dans de rares cas, il faut rediscuter ou réajuster sur les attendus, et si vraiment tout est cassé, il suffit de git revert, ou de même pas merde. Mais le mieux, et c'est là où vous serez agréablement surpris, et même parfois inquiet, c'est que les autres vont vous surprendre agréablement, et venir proposer une solution qui est meilleure que ce que vous aviez en tête. Et donc à ce moment-là, vous aurez la ego protection qui va intervenir en disant « Ah oui, oui, c'est ce que j'aurais fait aussi ». Mais comme on l'a vu juste avant, désactivez la ego protection et soyez humble et dites waouh, c'est une meilleure solution que ce que j'avais prévu de faire. Et quand ça vous arrivera, eh bien vous serez définitivement réconcilié avec le fait de faire confiance aux autres et de pouvoir enfin raisonner en termes d'équipe plutôt que de vouloir tout faire par soi-même, qui même si c'est très sécurisant, eh bien vous empêchera d'accéder à un plein potentiel dans ce que vous faites. Donc ici, ce que je voulais vraiment faire passer, c'est que déléguer dans le monde du code ne coûte pas très cher, même le scénario du pire peut être corrigé en une commande Git, et heureusement que j'ai appris à fonctionner en équipe dans le monde du code, parce que si tout reposait sur mon petit cerveau étroit, eh bien les projets sur lesquels j'interviens seraient dans un état catastrophique. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur les soft skills vous a plu. Encore une fois, rappelez-vous que gérer cette partie sociale est toujours difficile, il n'y a pas de réponse propre, les relations humaines ne sont pas des booléens true ou false, et ça peut parfois être un peu pénible ou ennuyeux d'interagir avec ces humains. Et pour ma part, je vous donne ici des leçons qui m'ont aidé, mais ça ne veut pas dire que je suis irréprochable là-dessus, loin de là, il y a toujours des gens avec qui je peux échanger professionnellement qui peuvent m'agacer, mais j'essaye de toujours faire en sorte de ne jamais franchir la ligne rouge, on reste respectueux, humble et confiant dans les autres pour que tout se passe au mieux, puisque rappelez-vous que même si vous êtes extrêmement compétent, si vous franchissez la ligne rouge sur un de ces 3 soft skills, eh bien vous pouvez mettre tout un projet en danger pour souvent pas grand-chose. Et donc ça serait très dommage et je ne veux pas qu'il vous arrive la même chose alors que vous avez fait tous ces efforts pour apprendre à coder. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et si en ce moment vous cherchez à devenir développeur web professionnel, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Vous pouvez repasser sur la chaîne de temps en temps quand vous en avez besoin pour venir vous former sur un concept de code. Pas besoin de vous abonner. Deuxièmement, vous pouvez interagir avec la chaîne. Le but, c'est pas qu'on travaille pour l'algorithme. Le but, c'est qu'on se fasse connaître et que ici, on puisse dire qu'il y a un mouvement de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui s'intéressent à la production de code professionnel. Et donc demain, ça nous permettra d'avoir la légitimité, la crédibilité d'interviewer un tech lead chez Google, un architecte chez Netflix, bref, une pointure dans notre industrie et de venir mettre son précieux témoignage en vidéo sur la chaîne. Et enfin, troisièmement, j'ai mis une petite newsletter senior en lien sous la vidéo pour vous permettre de recevoir plus que ce que je peux faire en vidéo. Donc les checklists, les extraits de code, une petite synthèse de la vidéo, de ce qu'il faut retenir. Je peux vous envoyer tout ça directement dans votre boîte mail. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dans le lien sous la vidéo, inscrire votre email et cliquer sur rejoindre la newsletter senior. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon code senior d'ici là. Ciao!